Là, on est ravis de vous avoir. Je suis Anna Semedo, je suis la responsable du cycle IA de l'Institut G9+, qui est un think tank numérique qui regroupe une vingtaine des alumni d'une vingtaine d'écoles d'ingénieurs, de management et d'universités. On organise régulièrement des masterclass et ce soir, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir Denis Tristan, qui est professeur distingué à Grenoble INP Antimag, qui est une école d'informatique, je crois la numéro un. Denis, tu nous diras, mais de ce que j'avais vu, c'était le cas. Denis est également membre honoraire de l'Institut universitaire de France et il est reconnu internationalement pour de nombreux travaux sur l'optimisation et l'ordonnancement. Il a aussi dirigé plusieurs structures académiques et conscient de l'urgence environnementale, il a progressivement réorienté ses recherches sur la dimension environnementale. Il est membre du collectif EcoInfo, de I3E Sustainable Computing et j'ai eu le plaisir de copiloter la méthodologie de l'AFNORSPEC et AFRUGAL avec Denis. Et aujourd'hui, donc, il va nous parler de l'IA et l'environnement. Et donc, Denis, je te passe la parole. Du coup, l'objet d'aujourd'hui, c'est de parler d'impacts environnementaux des IA génératives spécifiquement. Et je vais commencer tout de suite par dresser, on va dire, le panel complet. Je ne vous vois pas, c'est pour ça que là, au départ, ça flotte un petit peu, mais ça va venir. Donc, du coup, ce que je voulais commencer à dire, c'est que le réchauffement, c'est une réalité. Là, vous voyez sur l'écran, en fait, quelque chose que vous avez peut-être vu, ça vient de l'Observatoire Copernicus de l'Europe, qui nous dit que l'an dernier, en fait, on a dépassé les 1,5 degrés de réchauffement, donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Je voudrais commencer par essayer de montrer le lien entre ce réchauffement et la crise climatique, la crise environnementale, avec les activités humaines. Pour cela, il y a un outil qui est assez bien, qui a été sorti en 2017 et qui s'appelle le donut. En fait, l'idée, c'est vraiment comme un donut le biscuit aux États-Unis. Vous avez donc une zone au milieu qui représente ce donut, qui est une zone, un espace juste et sûr pour l'humanité. Et il est entouré en fait par ce qu'on appelle un plafond environnemental avec les 9 limites planétaires dont vous avez peut-être entendu parler, et un plancher social qui représente les objectifs sociétaux qu'on peut attendre d'une société. Donc, il y en a 11 qui ont été... Alors, vous trouvez des variantes mais en gros, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'il y a le fait de se nourrir, le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir accès à de la santé, à de l'éducation, et après, l'équité dans la société, etc. Et la justice, vous voyez je sais pas si vous pouvez voir en détail. Donc, cet espace-là, si on revient sur uniquement les limites planétaires, donc ça c'est on va dire la partie extérieure du donut. Donc on a identifié donc sur ces 9 limites planétaires, il y en a 7 qui ont été non pardon, là c'était juste il y a 7 limites planétaires sur ce schéma-là. Et vous voyez l'évolution depuis 2009 jusqu'à 2023. Il y a trois moments. Et vous voyez que les limites planétaires, il y en a 3 qui sont dépassées en 2009, 4 en 2015, 6 en 2023, etc. Et on n'est pas loin de dépasser toutes les autres. De toute façon, avec l'inertie, on va les dépasser, même si on arrêtait tout de suite, si on était extrêmement vertueux. Vous avez là le détail de ce qui se passe sur les limites planétaires ici. Donc, nous, ce qui va nous intéresser pas mal, c'est le climat ici, donc la concentration de CO2, et puis aussi un petit peu de l'eau, vous voyez, ou de diversification acidification, etc.
Alors là, j'ai un petit jeu à vous montrer. C'est qu'est-ce qui se passe dans le donut pour vous faire comprendre la relation en fait entre l'intérieur du donut et l'extérieur du donut, c'est-à-dire entre les limites planétaires et puis le plancher sociaux. Là, on en a pris ici, vous voyez, il n'y a pas les 9 limites planétaires, mais il y en a 5. Alors, ce n'est pas tout à fait celles qui sont dans le donut, mais l'esprit y est. Et vous voyez la planetary boundary, donc là, elle était à 2 degrés pour la première ligne, peu importe les unités. Et l'idée, c'est que si je mets les planchers sociaux en regard des limites planétaires, j'obtiens un diagramme comme ceci. Alors la France, vous voyez que là, il y a 6 limites planétaires qui ont été dépassées en France et on atteint 10 des 11 planchers sociaux, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle, on va dire, pour le confort de nos sociétés et la vie des gens dans la société. Et sur cette étude que je vous montre, là je vais vous montrer d'où ça vient bientôt, il y a 109 pays seulement qui sont représentés, c'est les données, on n'a pas sur tous les pays. Et d'après vous, combien y a-t-il de pays dans cette limite-là? Vous êtes d'accord que ces limites-là, ça serait ce qu'il faudrait avoir, c'est-à-dire peu de limites planétaires transgressées et un plancher social élevé. Il y en a une seule. Une seule, et sur ces données, c'est le Vietnam. Donc, vous pouvez voir aussi la même chose avec une autre, un peu d'autres données, c'est-à-dire c'est pas tout à fait la même période, etc. Et vous voyez que c'est à peu près pareil. Vous avez donc le nombre, pareil en abscisse, le nombre de limites planétaires qui ont été transgressées. Et là, vous avez la taille des pays. Vous avez des cercles qui correspondent à la taille du pays. Et ce qui est amusant dans ce petit app qui est disponible sur le web, vous pouvez voir là-dessus le HTTPS Good Life. C'est que au départ, donc, on a colorié dans les mêmes couleurs celles qui étaient dans le quadrant initial. Et vous allez voir l'évolution. Donc, il y en a qui bougent. Là, c'est la Chine, par exemple, qui a dépassé des limites, mais vous voyez qu'elle a aussi augmenté ses planchers sociaux. Et vous voyez aussi que là, des pays comme la France, qui était à 5 à 5 limites planétaires dépassées, passent à... Donc là, ce que ça vous montre ici, c'est une évolution et le lien entre les conforts de la société et l'évolution d'une société et tout ce qu'on utilise pour réaliser ces conforts qui se traduisent en fait en émissions CO2, en stress hydrique, voilà, on le paye d'une certaine manière. Donc ça, cette introduction était un petit peu longue. Le message de cette introduction, c'est qu'on a une grande accélération. Ça, c'est attesté par exemple, dans le rapport 3 du GIEC qui est sorti il y a 2 ans. Et on sait que cette grande accélération a conduit en fait à la crise actuelle, la crise environnementale actuelle, avec le réchauffement qui en est un symptôme et qui est conséquence directe des activités humaines. Alors pourquoi? Ça, c'est une course perpétuelle. Donc à cette performance, c'est très bien montré aussi par certains intellectuels, en particulier Olivier Hamon, qui a écrit un livre qui s'appelle La troisième voie du vivant, et où il montre vraiment bien que tout ce qu'on a mis en œuvre pendant la Deuxième Guerre mondiale, les containers pour la logistique, l'ordinateur pour les scénarios, etc., tout ça, c'est né dans cette période-là, et on est resté sur ce qu'il appelle une économie de guerre, c'est-à-dire un niveau de performance extrêmement élevé depuis. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de regarder quelle est la relation de cause à effet avec le réchauffement climatique. Et il faut repartir sur quelque chose qui est un petit peu plus ancien, que vous connaissez peut-être. Alors, si vous avez l'impression que je vais trop vite, au contraire que je dis des choses que vous connaissez déjà, il faut me le dire. L'idée, c'est que toute activité humaine nécessite de l'énergie. Là, il y a la notion d'esclave énergétique de, par exemple, Jean-Marc Jancovici, qui dit qu'un homme ou une femme en moyenne est capable de dégager à peu près entre 400 kilowatts, à peu près 400 watts par wattheure dans une journée. Donc on transforme un peu cette énergie humaine en énergie, peu importe ce qu'on en fait, mécanique par exemple.
Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre la dynamique de ces énergies pour arriver à comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc on se chauffait il y a 200-300 ans au bois essentiellement, on est passé au charbon. On est passé ensuite au pétrole, ça c'est pour des raisons d'ailleurs très politiques, parce qu'il y avait beaucoup de grèves dans les mines, etc. Et ça se transportait aussi, le pétrole, ça a permis l'évolution en termes de véhicules, par exemple, etc. Puis après, on est passé au nucléaire. Là, on parle de nouveaux types d'énergie. Mais à chaque fois qu'on est passé d'une énergie à l'autre, on a conservé, voire augmenté la couche d'avant. C'est-à-dire, quand on est passé au charbon, la consommation de bois a été multipliée par 3, parce qu'il fallait du bois pour étayer les mines, etc. On n'a pas arrêté la production de bois. Au niveau du pétrole, du charbon pétrole, c'est pareil. Pour construire une voiture au début du siècle dernier, il fallait 3 fois son coût en charbon pour qu'elle roule pendant toute sa durée de vie, etc. Et là, en fait, maintenant, à l'heure actuelle, le numérique, spécialement, il est lié à la notion d'électricité, que je vais détailler. Donc l'électricité, vous savez aussi certainement que ça vient d'un mix, c'est-à-dire qu'on a dans le paysage un certain nombre il y a du renouvelable ici, vous voyez une éolienne, mais il y a aussi donc du pétrole, du charbon ou du nucléaire. Et tout ça, ça se mesure, ça se compare en kilowattheure. Donc kilowattheure, c'est l'énergie qui correspond à la consommation d'un équipement de 1000 watts pendant 1 heure. Un gros radiateur, par exemple. Et en France, on est donc nucléaire, vous savez ça, on est décarboné beaucoup par rapport à d'autres pays d'Europe, bien sûr. On dépense en gros entre 40 et 60 grammes de CO2 par kilowatt-heure selon les années. Là, j'ai fait tourner à l'aide d'un jeune qui travaille avec moi. C'est assez intéressant de voir la répartition suivant les pays. Là, vous voyez qu'en 2022, par exemple, on a eu un hiver qui était assez rigoureux et surtout, on va dire, un tiers du parc nucléaire qui ne marchait pas. Vous voyez que ça, c'est les émissions en France. Et vous voyez que c'est des émissions qui sont données en équivalent de grammes CO2. Et vous voyez que c'était beaucoup plus élevé pendant l'année 2022 que l'année 2023, etc. Mais en gros, on est donc largement décarboné en France. Si vous regardez maintenant les émissions carbone dans le monde, vous les avez là par type d'énergie. C'est aussi assez intéressant de voir que dans le mix énergétique, vous avez dans le monde encore une prépondérance du charbon, beaucoup, un peu moins du pétrole. Bon, c'est pas tout à fait pour les mêmes usages, et du gaz. Bon, ça c'est une répartition par secteur, c'est pas très intéressant. Ce qu'il faut retenir de ce slide, c'est qu'il y a 27% d'électricité au niveau de toute l'énergie disponible en France. Il y a 27%, environ un quart, qui est de l'électricité. Et c'est ça qui est essentiellement utilisé en fait lorsqu'on utilise nos équipements digitaux. Donc, comment on passe de l'un à l'autre? Bon, c'est des petites équations, c'est très simple. On peut calculer à partir du mix énergétique à un instant donné et de la consommation en énergie. Du coup, on peut transformer directement par des équations simples l'équivalent en CO2. Alors, maintenant, donc, je reviens. Alors, ça, c'était un peu le préliminaire que je voulais faire sur l'énergie, parce que je pense que ça permet de comprendre un peu comment ça se passe et que tout ce qu'on va ramener, même si c'est sur du renouvelable, etc., va se superposer au reste et va de toute façon coûter parce que ça n'élimine pas la couche d'avant. C'est pareil d'ailleurs, la 5G, quand elle est sortie, n'a pas, on va dire, éliminé la 4G. On a superposition des deux technos simultanément. Alors, le numérique, ce qui m'intéresse là, c'est de rappeler que qu'est-ce que c'est que le numérique? C'est pas tellement les objets digitaux en eux qui sont répartis entre le calcul, serveur, les utilisateurs, terminaux avec un S, mais bon, et les réseaux, c'est la digitalisation de la société et c'est tout l'écosystème que ça entraîne. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire le numérique, pour moi, c'est un écosystème que j'appellerais plutôt digitalisation que numérique. Alors, c'est quoi donc ce numérique? Cette digitalisation, c'est à peu près 11% d'électricité consommée. Donc en France, je vous rappelle, l'électricité, c'est 27%, c'est un quart
de tout ce qu'on utilise, venant de différentes sources d'énergie. Donc, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très important. Et le numérique, c'est une grosse partie de l'électricité, comme vous voyez. En gros, c'est 5 à 6% de l'énergie primaire mondiale. C'est-à-dire, si vous maintenant transformez cette électricité avec le mix énergétique français en équivalent CO2, c'est en gros 4% des émissions totales de CO2 de la France, en empreinte. C'est-à-dire y compris tout ce qu'on calcule à l'extérieur et qu'il faut compter dans notre mix énergétique puisqu'on le consomme. Et en gros, ça correspond donc à 29 mégatonnes de CO2 en 2022, c'est-à-dire, si on transforme ça pareil avec un mix énergétique moyen de 2022, ça correspond à peu près à 51,5 TWh. Alors, la consommation et la dynamique, c'est quoi? C'est qu'en gros, il y a une croissance annuelle de 6 à 9% sur une période consolidée. Donc là, c'est une observation, ce n'est pas une prospective. Et la part de l'IA, alors dans la période, ce n'était pas très intéressant, mais à l'heure actuelle, on a du mal à savoir quelle est la part de l'IA dans le numérique. Et c'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre comment on peut essayer de l'estimer. Donc, le message de cette seconde introduction qui a introduit le numérique. Le numérique, c'est partout. On a des objets connectés, on a un nombre qui augmente rapidement. Ça sera x3 à peu près à partir depuis 2018-2019, ça sera x3 en 2030, le nombre d'objets connectés au niveau mondial. C'est une trajectoire tendancielle qui n'est pas soutenable parce que si on continue avec le même scénario tendanciel, on voit bien que on va dans le mur et on consommerait toute l'électricité très rapidement uniquement sur le numérique. Deuxième message de numérique, c'est que on a l'impression que c'est pas grand-chose parce que bon, on le branche sur la batterie, mais on n'a pas vraiment l'impression de savoir tout ce qu'il y a derrière. Et le coût carbone, il est énorme. Il est vous savez ça aussi, dans les équipements. Il est beaucoup aussi dans les utilisations. En tout cas, il n'a rien de virtuel. Alors, l'IA, c'est quoi du coup là-dessus? Je reviens. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est la période 2012-2014. C'est l'introduction du deep learning. C'est la première, on va dire, révolution qui a permis de sortir ce qu'on appelle l'hiver de l'IA. Et surtout, il y a la révolution des transformers. Bon, je vais pas. Le transformer, c'est un réseau de neurones, mais par contre, qui permet de traiter des entrées de manière très intelligente. Et c'était une vraie révolution. Le deep learning n'est pas une révolution. C'est une évolution technologique pour moi. C'est les GPU en parallèle qui permettent de travailler sur plusieurs couches. Des couches, mais ce n'est pas une révolution en tant que telle. Et puis là, les transformers ont permis en particulier donc d'avoir des agents conversationnels. Typiquement, fin 2022, vous voyez l'apparition de ChatGPT et l'IA générative qui depuis n'a pas été détrônée et continue sur sa lancée. Et on parle maintenant de IA des agents, c'est-à-dire que le prompt va évoluer d'une on va dire, interrogation par rapport à un service donné où on attend une réponse immédiate à quelque chose qui va pouvoir faire appel elle-même à d'autres, via des transformers, à d'autres IA, à éventuellement, quand il y aura besoin, à des consultations de bases de données, à Internet, etc. Donc ça, c'est le paysage de l'IA à l'heure actuelle. Il est essentiellement sur le Gen AI, sur le IA donc génératif. C'est là que je vais parler d'IA, je parlerai de ça. Alors c'est quoi en gros? Ça pèse selon les études entre 5 et 15% du numérique. Alors, si jamais on prend donc 4%, le numérique coûtant 4% à peu près des émissions carbone, et disons que je prends entre 5 et 15, je prends 10 en moyenne, ça fait de l'ordre de 0,4% des émissions carbone. Ça, c'est pas grand-chose. Ça permet alors c'est quand même important puisque c'est par exemple ça correspond au secteur des transports, des poids lourds, etc. Mais c'est donc pas négligeable, mais c'est quand même pas grand-chose. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Par contre, et c'est ça vraiment le truc qu'il faut comprendre, c'est que l'IA contribue de façon essentielle à développer tous les autres domaines, y compris les domaines de trouver des nouveaux forages pétroliers, enfin des choses qui sont super crades sur le volet directement émissions carbone.
mais pas uniquement, c'est-à-dire tout ce qui est construction de bâtiments, même si ça permet, et c'est là le débat que je vais essayer d'aborder avec vous, ça permet d'avoir des gains, mais ça a aussi un coût. Donc, du coup, il faudra rester dans une balance, un équilibre. Et surtout, le domaine, il est en très forte croissance, beaucoup plus que le numérique lui-même. Je vous rappelle, le numérique, c'est entre 6 et 9% par an. Alors, comment on peut se rendre compte de la pression de l'IA? Une des manières de voir, c'est l'IA nécessite de toute façon un calcul sur essentiellement des processeurs dédiés, sinon ça coûte beaucoup trop cher. Et donc, si on regarde les data centers, il y a un rapport que je vous ai donné ici de Lawrence Berkeley National Lab qui est assez récent, qui est très intéressant, qui focalise les data centers aux États-Unis. Et j'ai extrait cette figure de ce rapport qui montre donc jusqu'à 2023, c'est quelque chose qui existe. Donc le 4,4, c'est une mesure, ça existe. Et après, il y a des scénarios prospectifs. Soit on continue, c'est la courbe du haut comme avant. Donc là, vous voyez qu'on peut monter à x6, enfin 600%, c'est énorme. Et à l'heure actuelle, donc, la consommation électrique des US, dans cette consommation, 4,4%, c'est des data centers. Donc, il y a surtout 12% d'augmentation depuis 2017. Et si on compare avec l'augmentation de la consommation électrique est relativement stable. Elle augmente de manière quasi constante de 2,5 à 2,6% par an depuis 2010. Donc, ça augmente beaucoup, beaucoup plus. Ça, c'est un indicateur macroscopique. Donc là, je vous ai donné aussi une autre courbe qui vient de rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Donc c'est leur rapport qui est sorti en avril dernier. Et vous voyez ici sur la courbe de droite spécifiquement que les data centers en fait augmentent beaucoup, alors un peu moins que les prédictions sur l'aviation et sur le transport routier, mais les data centers sont en list off, enfin peu importe, augmente de manière, c'est ce qui va augmenter le plus. Et par contre, vous voyez qu'il y a des réductions dans d'autres systèmes, dans d'autres secteurs, l'industrie en particulier. Ça nous montre, c'est aussi un indicateur macro qui montre l'évolution en fait du calcul des data centers, et sachant que dans les data centers, la part qui devient de plus en plus prépondérante, c'est l'IA. Donc là, je ne vais pas trop commenter ça en fait. C'est aussi une manière de montrer cette dynamique. Les data centers, c'est quand même un tiers de la consommation d'électricité du secteur numérique. Donc ça, c'est aussi l'énergie, la consommation énergétique. Vous voyez que tout ça, c'est quand même en augmentation. Suivant le type, alors c'est intéressant de voir si c'est des data centers, entreprises, si c'est des hyperscalers ou au contraire d'autres sources. C'est intéressant de voir d'où ça vient et quelle est. Vous voyez, l'augmentation n'est pas tout à fait la même suivant les secteurs. Alors, donc, du coup, c'est quoi le coût d'un data center? C'est un sujet qui est très urgent en France, puisqu'en fait, notre président Macron a annoncé au AI Summit là, de février la venue de 35 super gros data centers en France, dont 3 qui sont au gigawatt. C'est absolument considérable. Et les autres, qui sont centaines de mégawatts, qui sont quand même assez gros. Mais il faut savoir qu'un data center moyen, justement, qui est, disons, quelques dizaines ou centaines de mégawatts, ça correspond à la consommation d'environ 100 000 particuliers, c'est-à-dire d'une ville. J'ai regardé en gros sur Grenoble, celui qui veut l'installer, c'est de l'ordre de un tiers de l'agglomération au sens large. C'est-à-dire, ça veut dire que ça pose la question, c'est de l'électricité, c'est une source, même si elle est partiellement renouvelée, qui n'ira pas pour d'autres secteurs. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a aux États-Unis en particulier la big tech américaine qui rachète, qui reconditionne des anciennes centrales comme 3 Mile Island, par exemple. Donc, les chiffres qui sont annoncés sont absolument déments. Alors, donc là, j'ai pas encore fini tout à fait. Je vais vous montrer plus précisément quel est le poids de l'IA dans
la carbonation et sur les autres indicateurs. Mais il faut quand même dire que là-dessus, pour vraiment avoir un débat qui est équilibré, ça permet d'atténuer certains effets de la crise. Oui, ça c'est vrai. Mais bon, elle contribue quand même partiellement à les créer, comme on va le voir. Et dans le rapport de l'IAE, de la IE aussi, on voit que, pourtant c'est pas des furieux, que les émissions, que l'IA pourrait permettre de réduire l'émission dans d'autres secteurs de l'ordre de 4%. C'est-à-dire que c'est très 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 peu en fait, surtout que dans le rapport, ils ne tiennent pas compte des effets indirects et des effets rebonds que je vais largement détailler dans la suite de ce webinaire. Alors là, donc, avant de parler des effets bénéfiques de l'IA, il y en a, et surtout de savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour avoir une IA, on va dire, sobre ou frugale. Ça, c'est quelque chose qui est sorti de Our World in Data, c'est la consommation en ordonnée. Vous avez la consommation en opération flottante nécessitant l'entraînement des gros modèles. Vous avez tous les gros modèles ici, Gemini, Palm, etc. Et vous voyez qu'en 2024, hein, on est sur une augmentation, c'est une échelle log-log. Enfin, donc, c'est quelque chose qui, là, c'est linéaire, ça veut dire que l'augmentation est exponentielle. Hein, c'est quelque chose qui augmente énormément. Et vous voyez que pour entraîner, par exemple, Gemini, c'est de l'ordre de 10 puissance 26 opérations flottantes qu'on peut faire. Les plus grosses machines à l'heure actuelle, elles sont à l'exascale, elles sont à 10 puissance 18 opérations flottantes par seconde. Donc, il faut des mois d'entraînement en continu pour entraîner ces très gros modèles. Et ces modèles se réentraînent régulièrement. Hein. Donc, on dit aussi que l'inférence, c'est un ordre de grandeur encore plus élevé. Alors ça, c'est vrai pour GPT-3. J'ai regardé les chiffres de OpenAI parce qu'à l'époque, ils communiquaient encore leurs chiffres. Les inférences, c'est-à-dire les prompts, il y en a 122 millions de mémoires d'utilisateurs par jour. Je ne sais pas combien il y a de prompts par personne. Et c'est quelque chose qui est considérable par rapport à l'entraînement qui est lui-même déjà considérable. Un autre indicateur qui est intéressant, c'est de voir que la machine exascale française, Alice Recoq, dont on parle, je ne sais pas, peut-être vous en avez entendu parler, elle sera installée l'année prochaine. Elle sera composée de 90% de GPU qui sont des accélérateurs IA. C'est-à-dire que d'emblée, on considère que cette machine va servir essentiellement à faire de l'IA. Donc, les autres indicateurs macro qui nous montrent le poids du secteur, c'est le nombre de modèles qui augmente, le nombre de processeurs de calcul, de mémoire, etc., tout ce qui est vendu dans ce point de vue-là. Donc ça, je passe là-dessus. Le donné pour l'entraîner augmente pareil que le nombre d'opérations pour entraîner les modèles. C'est aussi sur une échelle log. Alors, pourquoi c'est embêtant ? Eh bien, parce qu'il y a un cercle vicieux qui se crée. On développe des infrastructures matérielles, disons à l'heure actuelle, là, on pourrait calculer, on satisfait donc des besoins croissants des services dans les entreprises ou pour les particuliers, mais ces services-là vont créer des nouveaux usages, et ces nouveaux usages vont avoir besoin, pour répondre à la demande, d'infrastructures matérielles de plus en plus puissantes. Donc on va remettre une couche et refaire évoluer les infrastructures matérielles qui vont créer des nouveaux usages, etc., etc. Et là, vous avez un cercle vicieux qui est un effet boule de neige, on va dire, de l'application et les applications à haute performance, et en particulier IA, sont dans un cercle sans fin. D'ailleurs, le président du CNRS a bien, lors de l'inauguration, je crois que c'était en début de ce mois de mai, de l'extension du calculateur Jean-Zay, a bien parlé d'une évolution sans fin. Alors qu'on est quand même dans un monde fini, quoi, avec les ressources finies. Il a parlé d'un monde sans fin. Donc ça, c'est une réalité. Alors, comment on peut s'en sortir ? Alors, c'est vrai qu'il y a des progrès technologiques des matériels qui coûtent de moins en moins cher d'un point de vue efficacité par opération. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, sauf que l'usage augmente encore plus vite que cette efficacité. On peut aussi
faire de manière vertueuse des modèles plus petits, mieux adaptés au cas d'usage. On n'a pas besoin d'avoir des super gros entraînements comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais s'il se multiplie énormément, ça veut dire qu'on va vite rattraper en fait ce gain qu'on pourrait espérer en ayant des modèles moins gros, qui seront mieux adaptés au cas d'usage. Dans une PME ou dans une boîte, il n'y a pas besoin forcément d'avoir des IA génératives qui sont aussi puissantes et aussi génériques que celles qui existent. Et puis on a aussi des outils d'estimation, de mesure de l'empreinte. C'est les analyses de cycle de vie. On peut aussi faire de l'économie circulaire sur le matériel, donc le recycler, etc. Donc ne pas payer systématiquement dans une évolution technologique le coût du matériel. Et surtout, c'est là peut-être qu'on a le plus de gains potentiels, c'est l'évolution des mentalités pour ajuster les besoins, c'est-à-dire ne pas mettre de l'IA partout, en particulier quand il n'y en a pas besoin. C'est pas la peine d'avoir une IA générative pour faire de la régression qui marche dans environ 90% des cas de la liste des données qu'on a dans un bâtiment intelligent, etc., ou tout ce que vous voulez autre. Alors, les approches classiques donc d'une IA vertueuse, c'est pas celle que je vais défendre, mais arrêtons-nous un tout petit peu là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'efficiency, c'est-à-dire la réduction de l'intensité des impacts ou de l'utilisation des ressources par unité de valeur économique produite. Donc, typiquement, un exemple d'approche efficace et efficiente, je ne sais pas comment le traduire, c'est créer des accélérateurs spécialisés qui fonctionnent à quelques dizaines de watts au lieu des 800 watts ou plus des grosses machines de NVIDIA. On peut faire aussi de la compression de modèles. Donc, par exemple, on sait faire, je fais ça aussi avec des doctorants dans mon équipe, on arrive à faire de l'entraînement sur 8 bits. C'est-à-dire qu'on réduit énormément d'un facteur d'échelle les entraînements, typiquement. On peut aussi calculer sur du renouvelable. C'est de l'efficacité, ça. Le problème de l'efficacité pour moi, c'est que le dernier point que je vous disais dans le slide d'avant, cette approche ne remet rien fondamentalement en cause. Ça fait vivre le monde d'avant, mais mieux, en faisant attention à ce qu'on fait et en pensant on a un monde fini, donc du coup c'est évidemment vertueux, mais ça ne remet rien en cause. Et pour moi, l'essentiel du problème vient de l'usage. Alors, on a aussi une autre approche qui s'appelle AI for Green, qui est en complément de l'efficiency, qui consiste à utiliser l'IA pour éviter certains impacts négatifs ou pour apporter des solutions à la crise. Typiquement, dans un bâtiment intelligent, vous pouvez utiliser l'IA pour optimiser le chauffage, par exemple, avoir une facture énergétique, donc CO2, qui est réduite. Alors, mais là, on a besoin évidemment d'outils d'estimation qui soient relativement précis des coûts, et surtout, on a besoin de mettre en regard ce service évité, enfin qu'est-ce qu'on améliore par rapport à ce que ça a coûté. Et là, c'est les analyses de cycle de vie. Donc, je vous montre juste un service. Ça, c'est un service IA que vous avez ici, qu'on ne voit uniquement que pour l'inférence, mais ça nécessite plein de pré-traitements avant. Dans toutes les étapes de pré-traitement, il y a de la matérialité, c'est-à-dire qu'il y a des processeurs qui sont produits, il y a du calcul sur des réseaux de neurones, il y a du réseau. Le réseau, c'est quelque chose qui est aussi matériel, que ça soit en Wi-Fi ou le réseau filaire avec des données qui circulent, etc. Tout ça, c'est quelque chose. Et puis c'est pareil, la collecte de données est en général quelque chose qui est basé sur du matériel, sur des vidéos potentiellement, sur des matériels en bordure du réseau, etc. On a besoin aussi de plein de choses pour les stocker, et tout ça, ça coûte. Mais on sait faire. C'est-à-dire que si je cible un service particulier, comme celui dont je vous parlais sur le bâtiment intelligent, je peux suivre ce service complètement de manière linéaire, en comptant tout, et j'aurai une estimation de son coût en énergie, c'est-à-dire de son coût carbone, comme je vous ai montré au début, et je pourrais mettre ça en regard de ce que ça a coûté. Et ça, c'est et ce que ça permet surtout d'économiser. Et ça, c'est intéressant parce que ça pourrait conduire à dire le service, oui, il sert à quelque chose, ou le service, finalement, il est contre-productif. Alors malheureusement, on fait ça souvent après avoir
développer le service. Donc, il est souvent trop tard. Une fois que le service il est développé, le coût il a déjà été utilisé. Donc, on peut utiliser ce service, on va dire, puisqu'il coûte moins une fois qu'il est développé, sauf si l'inférence est évidemment prépondérante. Mais ça, c'est sans compter ce qu'on appelle l'effet rebond et les effets indirects. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet rebond? Vous en avez peut-être entendu parler. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet Jevons. Ça vient du paradoxe de Jevons. En fait, c'est un Anglais lors de la révolution industrielle anglaise au milieu du 19e siècle qui s'est aperçu que bien que les machines à vapeur et autres faisaient beaucoup de progrès, la consommation de charbon en Angleterre augmentait quand même. Pourquoi? Parce que simplement, il y avait de plus en plus de machines. Donc, ce n'était pas un paradoxe, en fait. Et d'une manière générale, si on a une avancée technologique qui améliore par l'efficacité dont je vous parlais un dispositif numérique, eh bien, souvent, ce dispositif va être surutilisé et le nombre d'utilisateurs ou le nombre de services qu'il va pouvoir rendre étant plus grand que les gains qu'il permet d'économiser, on a un effet contre-productif à la fin. Donc, ça permet d'autres usages et ça augmente le nombre d'utilisateurs. Alors, je ne parle même pas des gains des services, des rebonds indirects, c'est un peu compliqué. Le rebond, ça n'apparaît même pas dans le scope 1, 2, 3. Hein. C'est quelque chose qui est en dehors, quoi. Ce sera un stop 4 qu'il faudrait déployer. Alors, on peut envisager aussi, là je vous ai montré que l'analyse de cycle de vie, on pouvait la faire pour un service de direct. On peut faire évoluer l'analyse de cycle de vie attributionnelle comme celle que je vous présentais à une analyse de cycle de vie conséquentielle qui intègre les potentialités de l'effet rebond en amont. Alors là, je voudrais vous partager quelque chose avec qui des réflexions avec un philosophe avec qui je travaille, qui en fait re-questionne la manière dont on a de résoudre les problèmes. Imaginez que vous vouliez faire une amélioration technologique efficace. Souvent, cette amélioration est pensée en termes scientifiques. D'accord, ça c'est l'épistémologie nous le dit. C'est comme la science prédomine, c'est une logique de penser la solution en termes techniques. Une fois que la solution technique est développée, on voit qu'elle ne résout pas tout. Donc du coup, on va remettre une couche technique là-dessus pour l'améliorer, et on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui manque. Du coup, on va revenir. Et c'est toujours des solutions techniques qui sont superposées à des analyses qu'on fait parfois qualitatives, qui sont parfois des analyses socio-économiques. Mais une fois que le service est engagé, il est trop tard pour redresser la barre en fait. Donc, ça devrait être fait en amont, c'est-à-dire que nous, ce qu'on préconise, c'est d'essayer de penser le service en amont, en intégrant une réflexion sur des effets de rebond potentiels, soit par des analyses conséquentielles, soit par tout autre outil qui vient des sciences économiques ou sociales. Alors, là, je voulais vous partager aussi quelque chose, puisque j'ai ouvert la parenthèse sur la régulation, sur l'éthique. En fait, on pourrait réguler ça quelque part. On pourrait se dire, bah oui, mais d'un autre côté, s'il y a trop d'utilisateurs, on bloque l'utilisation, on bloque le nombre de prompts par personne, on bloque l'accès. Mais en fait, attention, le juridique, ou tout ce qui est, on va dire, régulation, c'est pas du tout du même ordre que l'éthique ou l'intégrité. On a dans l'éthique finalement une sorte de ce que j'appelle l'illusion de l'alternative. C'est-à-dire que ça nous permettrait, oui, d'avoir une solution de rechange, si vous voulez. Mais avec l'IA, il n'y en a pas, en fait. Je n'en connais pas. C'est-à-dire qu'elle est imposée partout. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On la met dans les outils là qu'on utilise pour faire des slides, dans tout le numérique. On l'utilise dans la vie de tous les jours. Et quelque part, quelle est l'alternative à ça? Il n'y en a pas beaucoup. Et pareil pour les entreprises. A-t-on une vraie alternative d'un point de vue modèle économique autre, je ne suis pas sûr qu'on ait une alternative à cette bulle de l'IA, à ce développement considérable de la boule de neige de l'IA. Alors là, c'est justement peut-être quelques signes quand même qui nous disent que l'IA va peut-être pas se développer
comme elle se développe à l'heure actuelle, il y a des limites intrinsèques. En particulier, l'appauvrissement des données. Vous savez qu'en particulier, les données qui sont générées dans les moteurs de recherche Google sont maintenant, j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est consolidé, de l'ordre de 30% des images qui sont générées maintenant qui sont disponibles sont générées par IA. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, le nombre augmente et à terme, on aura des images, on va entraîner sur des images qui sont entraînées, elles-mêmes qui sont entraînées. Et du coup, là, forcément, on va perdre en richesse et on va affaiblir nos modèles, c'est absolument évident. En plus, l'IA, il n'y a pas de fin, c'est-à-dire qu'il faut toujours plus de puissance pour gagner de moins en moins. On voit bien que les gains des IA génératives très très puissantes pour résoudre des modèles avec une précision qui est de 1% supplémentaire, ça nécessite de doubler le temps le nombre de paramètres, de doubler le temps d'entraînement, etc. C'est des choses qui sont totalement déraisonnables et parce que simplement on n'interroge pas le besoin, on n'interroge pas tout ça avec la démarche que je viens de vous présenter avant. Et puis surtout un argument économique quand j'entends de plus en plus, qui est les investissements que tout le monde a fait autour de l'IA, c'est pas rentable. Les gens continuent à attendre des gains. Les gains viennent pas forcément. Donc là, voilà le coût. Alors le message, c'est un peu ce que je voulais dire. C'est le coût environnemental. C'est vrai que c'est important et c'est toujours en croissance. Là, j'ai et ça va bien au-delà des coûts directs. Et surtout, ça augmente notre dépendance à la big tech. C'est que je voulais vous finir sur une note positive. C'est-à-dire qu'on a participé, ici en particulier, j'ai eu le plaisir de copiloter ça avec Anna en particulier. On a essayé de caractériser d'une part l'IA frugale et surtout de donner des pistes pour pouvoir savoir comment on pouvait réaliser un service d'IA qui était frugal. Et je vous ai résumé ce qui est dans la spec AFNOR, ça vous évitera de la lire en détail. C'est se poser toujours la question en amont, est-ce que l'IA est vraiment nécessaire au service qu'on veut développer en amont? Est-il nécessaire ou est-il même désirable? C'est-à-dire là, ça traduit la notion de besoin. Est-ce que le service est globalement positif ou pas? C'est tout ce que je vous ai montré. Et on a des outils pour le faire, les ACV attributionnels en particulier. Et en pratique, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop, il y a une zone grise, ce que j'appelle le Grey AI, puisque comme j'ai parlé de Green AI, on peut aussi définir le Dark AI, qui est l'IA pour rien du tout, et donc là, c'est assez facile, il faudrait peut-être réguler et puis essayer de l'éviter. Mais on a surtout une zone grise, on ne sait pas trop si l'IA est bien ou pas. Et c'est ce qu'on appelle, si jamais il y a toutes ces conditions-là, c'est ce qu'on appelle la sufficiency, par opposition à efficiency de tout à l'heure. Donc là, c'est possible d'essayer d'avoir une démarche, disons, de conception de services frugal. Et là, je vais vous donner donc des choses qui sont un tout petit peu plus originales, sur lesquelles je travaille. Je travaille à la conception de services d'IA à partir des idées du philosophe Ivan Illich des années 70. Et simplement, on va avoir une grille d'analyse pour développer les services qui vont être basées sur la notion de convivialité. Donc, convivialité, ça rejoint un tout petit peu ce qu'on a mis dans la spec au départ, c'est-à-dire questionner l'utilité du service visé. Ça, c'est une chose fondamentale. Et surtout, garantir une empreinte environnementale qui soit compatible avec les ressources planétaires. Bon, avec l'IA, ça va forcément avoir un coût, mais ça peut quand même être compatible. On peut avoir une certaine partie dédiée à ça. Et ensuite, il faut que ça soit soutenable, donc, y compris en tenant compte des effets indirects et rebonds. Il faut que ça soit résilient, c'est-à-dire qu'un service IA devrait pouvoir s'adapter, on va dire, aux environnements dégradés. Ça devrait pouvoir être contrôlé par les utilisateurs, réparable. Et ça permet d'avoir des extensions de la durée de vie du service. Donc un service IA permet d'évoluer dans le temps sans forcément réentraîner des modèles depuis le départ. Et si jamais le service est conçu à partir de cette grille-là, ça permet d'avoir une notion d'acceptance aussi, qui permet de dire que ce service pourrait être accepté dans tous les niveaux de couches sociales, pas uniquement dans les entreprises de la Big Tech. Et enfin, voilà, j'arrive à la fin de l'exposé. Donc, les éléments de discussion que j'ai abordés, c'est un facteur d'accélération. Il y a des impacts négatifs
qui sont avérées, qui projettent beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'espoir aussi de la part de certaines personnes, mais enfin, il faut que les espoirs soient aussi quantifiés. Les effets rebonds, c'est constitutif de nos manières de vivre et par rapport au niveau de confort qu'on veut avoir dans nos sociétés. Donc forcément, si on veut limiter les effets rebonds d'une manière ou d'une autre, il faudra se poser la question de l'usage et de l'usage minimum partageable, etc., qui est possible à partir des limites planétaires. Et il y a aussi un point que Ivan Illich, c'est le philosophe de la dépendance et des monopoles radicaux. Donc, l'IA participe aussi à renforcer la dépendance à la tech et du coup, l'IA est devenue un monopole radical, c'est-à-dire quelque chose dont on ne peut plus se passer et qui a eu cette phase d'inversion, c'est-à-dire qu'au départ, on a développé ces IA pour un certain service qui devait aider et maintenant, dans bien des cas, on se retrouve à être esclave d'une technologie dont on ne peut plus se passer. Et c'est pareil aussi dans les entreprises. Donc ça, c'est vraiment la notion de monopole radical et d'inversion qui est dans la théorie d'Ivan Illich et qui a été repris par beaucoup de philosophes à l'heure actuelle qui travaillent autour de ces questions environnementales. Et moi, je ne connais pas non plus énormément de services d'IA qui sont démontrés comme étant globalement positifs. C'est-à-dire, pour un service donné, c'est positif, mais est-ce qu'avec les rebonds et tout ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est vraiment positif? Ça, je ne sais pas. Voilà, donc là j'ai terminé l'exposé. On peut donc peut-être passer une phase d'échange. Oui, c'est prévu. Merci beaucoup, Denis, pour cette présentation passionnante et inspirante. Alors, tu termines sur Ivan Illich. Il a aussi écrit Un monde sans école. Oui. Est-ce que l'IA va nous amener vers un monde sans école? Hein? Elle est branchée. Super. Normalement, ouais. Alors, oui, donc je disais. Effectivement, vas-y. tu as raison. Il a écrit un monde, une société sans école, exactement, sur le titre de son livre. Et en fait, ce qui veut dire, c'est qu'il a étudié spécifiquement la notion de progrès technique et de notion de progrès avec cette histoire d'inversion, c'est-à-dire qu'à un certain moment, l'institution dans laquelle le progrès se développe, qui a été fait au départ, bon, par exemple, c'est le cas de l'école de manière positive pour l'éducation. Il a aussi étudié le domaine de la santé, c'est le cas positif aussi, bien sûr, pour soigner les gens, mais qu'au bout d'un moment, l'hôpital se retourne contre lui de manière par ce système d'inversion où on devient esclave de ce que l'outil technique s'auto-justifie en tant que tel. Bon, il faudrait lire Illich, je le fais très très court, mais c'est la notion d'inversion chez Illich. Donc, effectivement, il a étudié, lui, il n'a pas étudié à l'ordinateur, mais je pense que ça aurait été passionnant de l'entendre. Il a étudié aussi sur la religion, je crois, sur le système de la société ecclésiastique catholique. Ouais. Alors, tu as aussi terminé sur l'effet rebond et on avait une question sur l'effet rebond. On en a d'autres, hein, et c'est en plus de Marc Léobé que tu connais. Si j'ai bien compris, un réemploi d'un modèle d'IA, donc fine-tuning, RAG, entraîne un effet rebond. Dans le cas d'un modèle 100% open source, data, code et modèle, un fork, par exemple, est un effet rebond, puisque finalement, tu vas utiliser 1000 fois ton modèle. Néanmoins, il évite un entraînement depuis zéro, donc des dizaines d'heures de GPU. Sommes-nous d'accord qu'un effet rebond peut être positif? Oui. Un effet rebond sur les Vélib à Paris, par exemple, s'il y a beaucoup de gens qui vont avoir affaire avec ces services, ça va donc limiter. Là, c'est un effet rebond, mais par contre, il faut vraiment justifier qu'il soit vraiment positif. Mais bien sûr, il peut être positif, tout à fait, absolument. Ouais. Il faut être optimiste. Ben oui, optimiste, voilà. L'ASPEC ne gère pas, la santé ni la sécurité faute de métriques, dira-t-on. L'éducation et la santé étant un des éléments des ODD, comment gérer un système d'IA efficient visant un des objectifs des ODD? Je suis gêné de les traiter comme des SIA de vidéo pour vendre du plastique. Ouais.
Quelque part, pour moi, on est vraiment en tension avec c'est vraiment des systèmes qui sont très complexes. C'est pour ça qu'on a besoin de convoquer les gens qui ont une pensée systémique. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas. Ce que j'ai vraiment essayé de faire, et ce que je fais avec Thierry Ménissier, c'est justement montrer que on a plein de plans dans la société où on pourrait réfléchir sur les ODD, sur des choses très très positives, mais ils s'inscrivent dans une logique beaucoup plus large. Le télétravail en est une typiquement. Le télétravail, on pourrait développer ça. Il y a des choses des effets qui sont très positifs. Mais est-ce que ça va complètement remplacer tous les déplacements? Non, parce qu'il va falloir que je continue à aller peut-être accompagner mes enfants à l'école, peut-être aller faire mes courses, etc., que je faisais en revenant. Est-ce que le télétravail, donc il ne va pas aussi engendrer le fait que les gens habitent plus loin et donc du coup avoir plus de transports qui sont pas un peu carbonés à un instant donné parce que les zones rurales sont un tout petit peu moins bien servies, etc. Donc c'est des systèmes qui sont extrêmement complexes. Donc le système de la santé en est un, etc. C'est sûr. Et donc, on peut seulement les voir si on les inscrit dans quelque chose de beaucoup plus vaste, un peu en amont, c'est-à-dire dans l'arbre conséquentiel, il faut aller jusqu'à, même si on n'a pas d'estimateur à un instant donné, mais jusqu'à poser un peu toutes les conséquences qu'on pourrait faire. C'est là que je pense qu'est la porte de sortie, pour essayer de voir là où ça va, et de se dire si ça va vers quelque chose qui est un petit peu dangereux, c'est là qu'il faut réguler. C'est là qu'il faut se dire, ok, on décide d'y aller collectivement dans cette direction-là, mais à un moment donné, il va falloir se dire, on ne peut pas aller complètement développer telle chose qu'on avait plus ou moins prévu potentiellement comme effet rebond potentiel, mais c'est là qu'il va peut-être falloir avoir de la régulation. En tout cas, moi je ne sais pas, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Je pense qu'il faut absolument ouvrir le jeu sortir de son domaine et puis ouvrir le jeu d'emblée, quoi, avant les conceptions des services. Ouais. Profite juste pour faire une pub d'un livre blanc qu'on est en train de publier, donc avec l'AFNOR, l'ADEME, l'ARCEP, sur le calcul donc d'une ACV, enfin de ICT for Green, puisque tu as mentionné souvent les approches conséquentielles, etc. Donc, pour ceux qui veulent voir comment on peut calculer les effets depuis le début, ce livre blanc peut être un bon support, puisqu'on a fait justement dans le but d'être au plus grand nombre. Donc, il sortira dans un mois à peu près. Je poursuis les questions. Si OpenAI n'est pas transparent, quels chiffres d'émissions de CO2 sont accessibles? Gemini, Mistral, etc. Alors, en général, il n'y a plus personne de la Big Tech qui communique. Il y en a un petit peu, il y a des données qu'on a utilisées dans Bloom, par exemple, il y a des données dans Stable Diffusion, il existe quelques données, il y a des données, mais même chez Mistral, par exemple, en France, c'est compliqué parce qu'il y a eu des études, mais pour l'instant, ils ne communiquent pas encore sur ces études-là. Mais en gros, la Big Tech ne communique plus. Ça veut dire que ce qu'il faut, c'est que nous, on infère. On peut le faire, on l'a fait avec des étudiants, en allant sur les forums, en essayant de décoder ce que les gens nous répondent sur les forums, en multipliant par un facteur 2 ou 3 ce qu'ils publient. On a une idée de ce qui se passe, mais en termes, par exemple, le nombre de paramètres de même GPT-4, je crois que c'est même pas connu, typiquement. On sait que GPT-3, c'est 176 milliards. On dit que, moi j'ai vu des trucs, c'est peut-être 10 fois plus. Bon, DeepSeek, par exemple, ils ont communiqué, ils ont une 57 milliards de mémoire de paramètres. Bon, ça donne une indication de la grosseur du modèle. Ça donne pas le nombre de modèles sur lesquels le nombre de données sur lesquelles il a été entraîné. Donc, on peut spéculer à partir de l'expérience qu'on a sur nos propres modèles, mais je crois que la plupart des données sont plus publiques maintenant. Très difficile d'avoir. Les données, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Et il y a Hugging Face aussi qui a des bases, mais calculées sur ce que tu viens de décrire. Ouais. Alors,
lien entre élévation des niveaux sociaux et dépassement des limites planétaires, un problème de métrique basé sur le monde occidental. Le rapport de l'AIE montre l'accès généralisé des pays non occidentaux au réseau mobile, 90%, et à la 5G, 50%. C'est vrai. Donc, ça, c'est dans... Il y a des biais énormes. Là, je me suis placé effectivement sur nos modèles économiques pour montrer un peu ce qui se passe en France et la dynamique de l'IA en France. Mais bien sûr, je pense que c'est différent d'un pays à l'autre. En général, quand on fait des études maintenant, nous, on prend les États-Unis et la Chine, un peu comme deux. Mais il y a tout le reste, c'est vrai. Donc, je sais pas quoi dire, c'est vrai. Et c'est sans doute différent. L'être humain ou plus largement la nature serait-elle une alternative à l'IA permettant un cercle vertueux? Bon, là, en plus, toi qui travailles avec Thierry. Oui, alors moi, là-dessus, ça, on travaille beaucoup là-dessus. Moi, je travaille beaucoup un peu justement sur le fait bon, Thierry Ménissier, donc c'est quelqu'un qui travaille en axiologie beaucoup, c'est-à-dire en fait, il remet en cause l'utilitarisme occidental en particulier et la place de l'homme dans la nature, où on s'est mis au-dessus de la nature. Donc tout ce qui est, voilà, je sais pas, dans la continuité de la pensée de quelqu'un comme Descola ou autre, c'est vraiment repenser la place qu'on a. On est parti de la nature et du coup, ça changerait complètement la donne pour repenser les modèles. Mais il y a aussi tout ce qui est neuromimétique, par exemple, il y a beaucoup d'espoir là-dedans à essayer d'aller vraiment, plutôt que de fonctionnellement avoir des neurones artificiels qui reproduisent fonctionnellement ce qui se passe dans le cerveau, vraiment avoir des processeurs. Bon, il y a aussi toute cette chose-là que je connais moins bien, mais c'est toute une IA bio-inspirée qui est aussi intéressante. Il va y avoir toujours ces effets rebonds et tout ça, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose qui est une source d'inspiration. Donc je pense qu'effectivement, moi je pense que la nature, ouais, c'est notre rapport à la nature qui nous a conduit là, c'est sûr. Est-ce que vous avez étudié aussi les IA non génératives? Et si oui, est-ce que les impacts sont moindres? Ouais, alors beaucoup moins. Effectivement, il y a l'IA symbolique. Là, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut maintenant mixer le génératif avec du symbolique. C'est-à-dire, c'est d'autres modèles qui sont beaucoup moins coûteux. Mais malgré tout, c'est des objets numériques et je vous ai quand même montré que l'IA était une partie du numérique et héritait en fait de cette problématique générale. Donc du coup, c'est beaucoup moins coûteux et il faut développer les IA de ce type-là, bien sûr, voire des choses qui sont même, enfin, quasiment pas de l'IA, c'est-à-dire de l'analyse des données, de l'analyse statistique des données, simplement. C'est déjà euh, beaucoup et oui, bien sûr, et c'est beaucoup moins coûteux et il faut toujours les étudier, ouais. Alors, tu as Marc qui te demande la ref d'Illich sur le monopole radical, la référence du livre que tu citais. C'est la convivialité qui est sortie en 1973 de Ivan Illich. On a la notion de monopole radical dedans. C'est un petit livre qui se lit très bien. Okay. Écoute, là, j'ai plus de questions. Je peux peut-être finir C'est par vraiment super. je peux peut-être Vas-y. finir par une pub parce que donc du coup on est en train de finaliser avec moi j'appartiens à un collectif qui s'appelle Eco-Info. Anna, tu les connais, il y en a pas mal qui ont participé à la nouvelle au nouveau travail avec l'AFNOR, en particulier à Marcep. Et en fait, on est en train de finaliser un MOOC sur l'IA frugale complètement, qui sortira en tout début 2026 sur la plateforme Fun. Et du coup, je vous invite à aller voir, il y aura tous les aspects qui seront évoqués et qui seront en particulier développés avec des exemples et de manière très pédagogique. On travaille avec 2 ingénieurs pédagogiques qui sont vraiment super. Et je pense que le produit, là, on est dans une phase enthousiaste et je pense que ça va beaucoup
beaucoup éclairer en fait un peu la communauté. Donc je vous invite, mais je ferai de la pub sur les réseaux sociaux sur ça de toute façon quand ça sortira. On relaiera. Merci Et beaucoup. une question que j'avais oubliée. Serait-il possible de partager la source des équivalents CO2 par jour? Tu en as parlé au Oui, tout oui, début. oui, vous pouvez. C'est bon, j'ai cité, c'est donc Danilo Karastan qui a fait ça chez moi. Donc oui, je pense que voilà, à l'occasion, vous donnez crédit à son travail. Mais en fait, c'est très très simple à faire. Simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les données du mix énergétique avec le jour par jour, et puis on les a tracées. C'est un travail qui a pris 3 jours, hein, donc c'est pas non plus. Vous pouvez vous en servir, bien sûr, volontiers. Ok. Ah ben merci. Merci à toutes et à tous pour votre présence et puis pour cet échange, un sujet qui personnellement aussi me tient beaucoup à cœur et sur lequel je travaille beaucoup. Et Denis, infiniment merci. Et puis on attend le MOOC. Voilà, merci à vous. Et, et merci aussi l'ENSIMAG qui est partenaire du G9+. Puisque tu es prof à l'ENSIMAG, donc merci Exactement, aussi l'ENSIMAG. exactement. Ouais, tout à fait. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt pour une nouvelle masterclass et puis d'autres événements avec l'Institut G9+. Et si vous souhaitez donc vous inscrire à notre newsletter sur le site, vous pouvez nous trouver sur LinkedIn également. Et on vous envoie un questionnaire qu'on vous remercie de remplir. Alors, je précise que ces masterclass, leur objectif, c'est vraiment d'informer le grand nombre. Alors, du coup, pour les très spécialistes, c'est pas assez. Pour ceux qui sont pas spécialistes, ça peut parfois aller un tout petit peu loin. On fait des efforts pour que tout soit accessible. Et celle-ci était aussi particulièrement accessible. N'hésitez pas aussi à nous donner des idées de nouveaux sujets. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir à tous.